J'ai suivi, comme tout le monde dans les réseaux sociaux, de ces premiers résultats des lauréats, des examens d'État qui venaient d'avoir lieu en République démocratique du Congo il y a de cela une semaine. Lorsque je prends la superficie, la cartographie, la grandeur de ces pays continents, qui a un problème des moyens de transport, qui a un problème des voies routières, qui a un problème de l'insécurité à l'Est, où nous savons une partie est sous l'emprise de l'agresseur, lorsque je calcule la distance de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, il y a des inquiétudes à se faire. Quand est-ce que ce mal du thème d'examen d'État ont pu quitter les fins fonds de la République pour arriver au grand centre bien indiqué, afin que la première correction puisse avoir lieu et que les lauréats soient connus. Oui. Je reste pessimiste à ce résultat qui a été donné, soit c'est pour faire la commercialisation de son nom au poste ministériel, tout en sachant qu'il y a des tractations à venir pour se dire qu'on fait les choses avec sérénité. Or, ce n'est pas ça. Donc, personnellement, mon point de vue, au-delà d'être parent, comme vous l'aviez dit, mais comme aussi enseignant, soucieux d'une formation de qualité, soucieux de bons résultats. Des résultats qui ne sont pas sélectifs par rapport à son appartenance politique, par rapport à son vouloir revenir au gouvernement prochain. Je crois que nous devons avoir l'œil regardant face à ces résultats. Je pense que la théâtralisation, l'aveuglement et la pratique qui va mettre en déroute la formation de nos enfants, nous devons nous y opposer et faire les choses avec plus de professionnalisme, plus d'amour, au lieu de se mettre dans un bateau où nous sommes guidés par la précipitation afin de détruire la formation de la jeunesse de demain. La grande question ici, faut-il avoir un gouvernement pour un gouvernement et pour quel résultat? Nous savons que dès lors que le président de la République avait annoncé ça, il y a des gens qui étaient en train de courir dans tous les sens pour aller voir les marabouts. Envoûter le président de la République afin de revenir à ce nouveau gouvernement, alors qu'il n'y a aucun résultat, il n'y a aucun résultat qu'ils ont produit dans les gouvernements souminois 1. Le gouvernement de Kinshasa n'a jamais refusé de dialoguer avec ses fils ou bien avec ses filles. Mais nous allons dialoguer sur base de quoi? Premièrement, lorsque vous estimez qu'il faut dialoguer avec le pouvoir de Kinshasa tout en servant les pouvoirs extérieurs, vous devenez un danger permanent pour la nation. En deuxième lieu, est-ce que peut-on considérer un fils du pays étant digne lorsqu'il sert les intérêts de l'étranger? Nous disons non. Voilà le nœud du problème. Il faudrait d'abord que ceux qui travaillent pour les camps de l'ennemi, on croit ce que vous dites, pour mais ceux qui travaillent exactement. On prend l'exemple de Nanga. On prend l'exemple de Denis Mukwege. On prend l'exemple de Martin Fayulu. On prend l'exemple de Kabila, l'ancien président. On prend l'exemple de Moïse Katumbi. On prend l'exemple de Adolphe Mouzito. On prend l'exemple de Franck Dion et compagnie. S'il faut parler dialogue aujourd'hui, quelles sont les têtes par rapport au nom que je viens de citer tout de suite là, où il y a Monique Barroso à la table et négociation, parce que Babomaki Congolais va trahir la nation, lobby, il faut pas répondre à l'acte. Bon mardi à vous qui êtes branchés et vous qui nous suivez en ce moment, heureux de vous retrouver pour ce nouveau Nice Press. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous le secrétaire général d'un parti politique de l'Union sacrée, qu'on appelle Mpassa, et bien maître Jean-Louis Massimango est notre invité avec qui nous allons aborder toutes les questions d'actualité. Nous allons parler justice, nous allons parler politique, nous allons parler insécurité, et bien nous allons parler nation dans tout son ensemble. S'il faille les dire, nous avons besoin
Nous évoquerons également la question en rapport avec la publication provisoire ou encore à titre illustratif, bien sûr, des lauréats pour les élections, pour les exécutats de 2025. Ça fait couler encre et salive. Si vous allez sur la toile, il y a certains Congolais qui sont manifestés pour dire que est-ce le ministère a pris les soins de bien faire les choses? Est-ce que c'est à la va-vite ou bien c'est pour faire plaisir aux gens? Est-ce qu'ils ont eu le temps de dépouiller le bulletin, je veux dire les items, de corriger au point d'avoir des bons résultats? S'il faille faire des calculs ou encore des analyses, les examens avaient pris fin le jeudi dernier, n'est-ce pas? Le vendredi, le jour d'après, c'était une journée fériée. Dimanche ou encore samedi, dimanche, les gens ne travaillent pas. Eh bien, hier, comment on a pu publier alors que vous et nous savons également dans certains coins de la République, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'Internet. Comment est-ce qu'Kinshasa a fait pour recevoir ou collectionner tous les items au point de donner le nom des lauréats déjà? Bon, c'était juste une question qui est soulevée, mais au besoin, peut-être on va émettre un point de vue pour vous en dire plus. Je m'en vais saluer mon invité, Maître Jean-Louis Massimango. Vous représentez l'Union Sacrée sur ces plateaux. Vous êtes le secrétaire général d'Impasse comme parti politique et membre de l'Union Sacrée. Merci d'être là et bon mardi à vous. Merci pour l'invitation. Merci pour la confiance que vous portez toujours à notre modeste personne. Merci. Et notre disponibilité aussi de répondre à chaque fois que vous nous invitez. C'est un honneur pour nous en tout cas. Comme habitué de l'émission, je commence d'abord par saluer ceux qui ont l'occasion de nous suivre maintenant et ceux qui vont nous suivre en rediffusion, que ce soit nos amis ou bien nos compatriotes qui sont au pays, y compris ceux qui sont en dehors du pays. En même temps, remercier l'équipe qui vous accompagne, Merci. parce que nous ne cessons pas de recevoir des appels à travers la République, de la qualité, la manière, la sérénité et le sérieux que vous mettez à ce travail. Merci beaucoup. On a toujours dit que le média constitue la quatrième force Tout à fait. d'une nation, ou bien le quatrième pouvoir. Exact. Et je crois qu'il faut édifier notre peuple, parce qu'il y a certains coins de la République où les gens sont informés que par votre canal, que par ce travail que vous faites. Donc je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions sans tabou, comme je vous ai toujours dit. Au-delà de notre appartenance politique, nous restons congolais Tout à fait. et nous n'avons que la République comme patrie. Exact. Cela n'exclut pas que même dans notre famille politique, il y ait des petits soucis, des problèmes. Et nous devons les dénoncer, nous devons nous y opposer, mais en même temps apporter notre contribution en termes de réflexion afin que la vision positive que le président de la République incarne pour ce grand Congo devienne un jour une réalité. Et nous disons que le Congo gagne dans tout ce que nous faisons comme notre engagement politique. Alors, on va vous signaler que nous parlerons également de l'Union Sacrée, qui est votre famille politique. Il y a un congrès en perspective annoncé par Lambert Mende, l'ancien ministre de l'Information, l'ancien FCC, l'ancien Kabila. Mende, Union Sacrée aujourd'hui, c'est lui, c'est par son entremise, bien sûr, que nous apprendra dans les jours à venir, il y aura congrès de l'Union Sacrée. Il y a une photo qui circule sur la toile où il y avait rencontre le week-end dernier entre le président de la République et les membres de l'Union Sacrée. Il y a des réactions. Hein. La manière dont les membres de l'Union Sacrée se sont présentés sur le plan vestimentaire, c'était comparative à l'époque de Marshal Mobutu, les images. Hein. Et d'aucuns pensent que c'est quelque chose du genre culte des personnalités, alors que l'autre fois, les chefs de l'État. J'ai salué ici Thierry Kambo du Top Congo. J'ai salué Osé Manzana. J'ai suivi l'extrait de l'une de l'émission présentée par ces derniers, où Kambo nous rappela qu'il avait reçu l'autre fois les chefs de l'État en son temps candidat à la présidentielle, qui avait dit comment est-ce la RTNT comme chaîne nationale sera gérée. Et comment est-ce qu'il n'y a aucun cas il peut admettre ou encore accepter qu'il soit traité comme un dieu, comme un roi qui donne derrière l'image de la dictature. Sincèrement, merci et coup de chapeau à vous, Thierry Kamboudi. Du moins, on va parler de l'Union Sacrée, on va parler de ces gouvernements que nous attendons jusqu'ici, qui avaient promis le chef de l'État. Sinon, ça sera pour quelle finalité? Au regard des signaux qui sont devant nous, au regard de la situation sécuritaire, surtout dans la partie Est et un peu partout, est-ce l'actuel gouvernement ou encore le futur gouvernement, parce que c'est ce que nous attendons, on a suivi que Mme Sumi Nasra est reconduite, eh bien, les têtes qui vont venir
auprès d'elle pour donner de l'impulsion à ce gouvernement futur, ça sera pour quelle finalité? Toutes ces questions seront évoquées. Sinon, on parle d'abord, parce que vous êtes parents, vous êtes Congolais, vous l'avez si bien dit, le ministère de l'Éducation nationale a publié les lauréats, les candidats aux élections. Pourquoi j'ai tenu à dire élections? Aux examens d'État édition 2025. Sur la toile, vous avez suivi, vous et moi, qu'il y a des réactions. D'aucuns pensent qu'elle est allée vite en besogne, madame, et que elle n'a pas eu le temps, ou encore le ministère n'a pas eu le temps de vérifier les examens des élèves. Où allons-nous? Merci beaucoup. Au-delà d'être parent, mais il faut dire aussi que je suis enseignant. D'accord, heureusement pour nous. Et depuis un temps, vous savez que nous avions connu des difficultés pour ce qui concerne d'abord la mutation de l'ancien système pour passer au système LMD, sans qu'il y ait une transition, d'essayer un peu de mettre de l'équilibre. Ça pose un sérieux Nous problème. avions fait une migration à l'actuel système et qui pose des fois des problèmes dans l'applicabilité Tout à fait. ou dans l'adaptation de certains étudiants par rapport à ce système qui est d'ailleurs louable, mais qui mérite encore un travail de plus afin d'améliorer la qualité d'enseignement que nous apportons à nos fils, à nos filles, qui constituent la génération de demain pour le bien du Congo. Je pense que la théâtralisation, l'aveuglement et la pratique qui va mettre en déroute la formation de nos enfants, nous devons nous y opposer et faire les choses avec plus de professionnalisme, plus d'amour, au lieu de se mettre dans un bateau où nous sommes guidés par la précipitation afin de détruire la formation de la jeunesse de demain. Personnellement, j'ai suivi, comme tout le monde dans les réseaux sociaux, de ces premiers résultats des lauréats, des examens d'État qui venaient d'avoir lieu en République démocratique du Congo il y a de cela une semaine. Lorsque je prends la superficie, la cartographie, la grandeur de ces pays continents, qui a un problème des moyens de transport, qui a un problème des voies routières, qui a un problème de l'insécurité à l'Est où nous savons une partie est sous l'emprise de l'agresseur, lorsque je calcule la distance de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, il y a des inquiétudes à se faire. Quand est-ce que ce mal du thème d'examen d'État ont pu quitter les fins fonds de la République pour arriver au grand centre bien indiqué, afin que la première correction puisse avoir lieu et que les lauréats soient connus. Oui. Je reste pessimiste à ce résultat qui a été donné, soit c'est pour faire la commercialisation de son nom au poste ministériel, tout en sachant qu'il y a des tractations à venir pour se dire qu'on fait les choses avec sérénité. Or, ce n'est pas ça. Donc, personnellement, mon point de vue, au-delà d'être parent, comme vous l'aviez dit, mais comme aussi enseignant, soucieux d'une formation de qualité, soucieux de bons résultats. Des résultats qui ne sont pas sélectifs par rapport à son appartenance politique, par rapport à son vouloir revenir au gouvernement prochain. Je crois que nous devons avoir l'œil regardant face à ces résultats. J'ai fait une illustration par un petit exemple. Je prends toujours mon territoire. On a toujours dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je prends le territoire de Chabunda, qui est à plus de 2500 km de vol d'oiseaux avec la ville de Kinshasa. Je vous ai toujours dit que pour arriver à Chabunda, il y a une seule voie. C'est la voie aérienne. Vous quittez Bukavu, vous quittez Goma, vous arrivez à Chabunda avec les coûts que vous connaissez. L'autre voie reste Chabunda-Kindu, par la voie terrestre, où la route est impraticable et dans des conditions tellement inhumaines. Où sur les 210 km, ou les 220 km qui séparent Chabunda et le chef-lieu du Maniema, vous pouvez passer 4 à 5 jours pour atteindre le chef-lieu de la province du Maniema. Maintenant, faisons une petite illustration par un calcul simple.
L'examen d'État a pris fin, je crois, c'était jeudi de la semaine passée. Un certain jeudi après-midi. Le temps d'emballer les items, le mettre dans le mal. Donc, s'il faut quitter Chabunda, les gens qui ont transporté ce mal-là devraient quitter Chabunda vendredi. Si nous prenons 3 à 4 jours, donc la première équipe ou bien le premier convoi devrait arriver à Kindu le lundi. À Kindu, hein, pas à Kindu, qui est le chef, pas d'abord Kinshasa. Voir s'il y aura programme d'avion pour que ce mal arrive à Kinshasa. Et déjà lundi, les résultats est connu et annoncé. Donc, quelque part, par une réflexion rationnelle, on n'a pas tenu compte seulement de Chabunda à titre illustratif. Et Chabunda n'est pas sous occupation de l'agresseur. Je n'ai pas encore touché aux gens qui sont dans le Nord Kivu, qui sont vers Bunyakiri, qui sont vers Ruchuru, qui sont vers Massissi, qui sont des zones occupées. C'est pour vous dire, ces résultats-là font quelque part un doute. Ce sont des résultats qui n'ont pas été sélectionnés dans la rationalité. Et je crois qu'il est temps, parce qu'on ne peut pas blaguer avec l'avenir de toute une génération. Il y a des inspecteurs, il y a des députés nationaux, il y a la première ministre qui doit suivre de près. Est-ce que les résultats qui ont été donnés sont des résultats fiables, sont des résultats réels, ou bien on a corrigé en tenant compte seulement de la ville de Kinshasa comme échantillon, et on veut faire porter ces lauréats-là étant le premier sur l'ensemble de la République. Quelque part, ça frise la moralité. Exactement. Et c'est de la malhonnêteté scientifique. Qu'est-ce qui explique que quelqu'un qui a présenté son examen d'État à Kabea Kamwanga, qui a suivi une très bonne formation, soit par exemple le plus grand lauréat de la République démocratique du Congo. Vraiment. Mais on lui prive de cette qualité, on lui prive de cette reconnaissance parce qu'on n'a pas été patient afin que tout soit rassemblé sur les liens indiqués et que les corrections se fassent ou bien se passent avec de l'art. Ça, c'est un problème sérieux et je crois qu'à un certain moment, nous devons nous arrêter si nous voulons que le Congo change. Alors, il faut que le Congo change. Il faut également savoir faire la part des choses. C'est vrai, les résultats des examens d'État concernent toute l'étendue de la République, donc toute la nation, toute la province, voulais-je dire. Quand vous publiez, parce que c'est l'impression que ça donne, hein, vous avez publié seulement pour la ville-province de Kinshasa, alors qu'il y a d'autres provinces, comme venait de dire mon invité, il y a de quoi se poser des questions. Donc il faut vraiment dissocier la politique et l'éducation parce que nous avons besoin de la qualité, n'est-ce pas, de ceux-là qui seront éduqués ou encore instruits aujourd'hui pour l'avenir du pays. Donc il faut en tenir compte. Alors on va prendre une autre question en rapport avec la justice. Heureusement pour nous, au-delà d'être politique, vous êtes également l'homme de droit, bien qu'on ne vous reçoit pas en qualité d'avocat ou de juriste, mais plutôt politique, mais n'empêche, pour qu'on essaye d'évoquer la question. Vous et moi avions suivi, nous continuons à suivre les procès Moutamba. D'aucuns pensent qu'il est arrogant, il répond mal au juge et que ça peut lui coûter cher. Moutamba dit qu'il est prêt à assumer. Il a dit d'ailleurs au départ que le complot est là. Il va s'assumer. Il n'est pas venu pour recevoir les intimidations. Plutôt, c'est justifié. Pensez-vous que c'est une bonne posture qu'affiche Moutamba? Ou bien, quelle lecture faites-vous par rapport à ces procès, en clair? Parce que vous aviez parlé tout à l'heure de l'arrogance. Je suis très mal placé de parler de la température éducative de quelqu'un, surtout que lorsque je n'ai pas contribué à son éducation. Je ne sais pas vous tirer cette affirmation d'où. Non, j'ai dit ou bien vous supposez aussi par rapport à ce qui est dit, ce qui est écrit dans les réseaux sociaux. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs. Je crois comme scientifique et praticien, lorsqu'une affaire est déjà devant la justice, il faut avoir plus de retenue et laisser le travail être fait par ceux qui ont qualité, par ceux qui ont compétence. Mais en même temps, dans la procédure, il y a un certain comportement qu'il faut observer. D'une part, pour ne pas faire fâcher d'abord la loi. Et il y a aussi ce qu'on appelle outrage dans les propos qui sortent de celui qui est prévenu lorsqu'il est devant le juge. Vous pensez qu'il Je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Ah, je ne dis pas que ce n'est pas le cas.
Il a un très bon collectif des avocats qui sont des professionnels, qui ont toutes les armes possibles pour défendre leurs clients, mais en même temps, la composition aussi de la Cour de cassation, ce sont des juges aguerris. Ce sont des hauts magistrats qui sont dotés de la moralité, de l'expérience et de toutes les bonnes qualités afin de rendre la justice qui est juste et équitable. Mais je n'ai jamais cessé de mettre un point, que la domestication du droit par le pouvoir politique doit cesser. Un juge est lié à deux choses. D'abord à la loi et à l'intime conviction. Mais l'intime conviction, à un certain moment, aussi crée des doutes. Et on a toujours dit qu'il n'y a jamais eu quelqu'un qui est net. Il reste humain au-delà. Parce qu'au-delà de tout, on est humain. Voilà. Et chaque humain est motivé par certaines préférences. Je n'entre pas dans ce débat. Je crois que chacun doit mettre un peu de l'eau dans son vin et laisser le procès suivre son parcours normal. Mais parce que vous parlez de la justice, parce que vous parlez de la justice, mon frère Guélor. La Cour de cassation a accepté de recevoir ou encore d'entendre le témoin que Moutamba avait cité. Mais quoi de plus normal que ça? Les renseignants, voulais-je dire. Quoi de plus normal que ça? Lorsque certaines personnalités sont citées pour venir témoigner, pour venir donner des renseignements sur un dossier, il est normal que ces gens-là soient invités. Et on peut être un témoin à charge ou à décharge. Et il revient au juge, qui est le seul à être compétent de dire les droits et de tirer toutes les conséquences des droits aussi qui s'imposent. Je disais tout à l'heure, parce que vous parlez de la justice, mais n'oubliez pas, nous sommes dans une situation de boulimie des dossiers judiciaires. Il y a aussi les procès Kabila. Vous avez les dossiers Joseph Kabila. Voilà. Vous avez les dossiers Constant Moutamba. Vous avez les dossiers l'ancien conseiller spécial, François Béat. Voilà. Vous avez les dossiers, et la criminalité aussi s'ajoute. Il n'y a pas deux jours, je venais de suivre une vidéo là, au niveau, je crois, des Rigini, où il y a eu un braquage en plein jour. Voilà. C'est que nous décrions aussi, nous disons, quelque part, la police est en train de faillir. On doit multiplier les efforts afin que la population soit sécurisée. Il est vrai, on nous dira que c'est une agglomération qui a aujourd'hui plus de 20 millions de personnes et que dans toutes les grandes agglomérations, il y a le banditisme. Mais cela n'est pas une raison pour que l'État puisse se soustraire de sa mission et sa vocation principale de protéger la population, de protéger les biens de la population. Donc, je ferme la parenthèse qui était ouverte sur la question de la justice. Nous disons nous devons être démocrates. Nous devons être respectueux de la procédure et nul n'est au-dessus de la loi, parce que même les juges en question sont soumis aussi à la loi. Exactement. Sont soumis aussi à la loi, et tout ce qu'ils vont poser comme acte peut ou n'est pas un jour aussi retourné contre eux, parce que la justice doit être rendue dans le principe qui sont bien établis, qui sont bien précis dans les lois qui organisent le fonctionnement et l'organisation de l'appareil judiciaire. Alors, on va évoluer, hein. Vous le savez, il y a plusieurs procès, plusieurs dossiers judiciaires, comme venait de dire mon invité. Il y a l'affaire Moutamba, il y a l'affaire Kabila, l'ancien président. Mais par rapport à l'affaire Kabila, qu'adviendra-t-il? Parce que j'ai suivi, la justice congolaise reconnaît à Kabila la nationalité congolaise. Alors que l'autre fois, vous et moi avions suivi un politique qui n'est pas le moindre, le VPM de transport, Jean-Pierre Bemapou n'est pas les citer, qui à son tour octroyait ou qualifiait à Kabila qu'il était de nationalité étrangère, rwandaise, pour être beaucoup plus précis. Ne pensez-vous pas que ça sera... Ou encore, est-ce qu'il peut être poursuivable du fait qu'il avait tenu des propos du genre que Kabila n'était pas congolais, alors que la justice reconnaît à celui-ci la nationalité congolaise? Je ne viens pas ici entrer en contradiction avec... J'en arrive. Voilà. Je ne viens pas ici entrer en contradiction avec les propos qui ne m'engagent pas, qui n'engagent que son auteur. Mais je crois, comme scientifique, comme patriote, nous devons éviter de tomber à un certain moment dans la bassesse. Même lorsque quelqu'un a trahi sa nation,
Tant qu'on ne lui a pas encore retiré cette qualité, nous devons être rationnels et respectueux aussi de ce qui sort de notre bouche parce que ça risque de nous rattraper demain. Et des fois, c'est ni le ridicule lorsqu'on assume une certaine responsabilité, qu'on soit en contradiction avec la réalité. Je ne me vois pas, moi, dire que l'ancien président n'est pas congolais. Dès lors qu'il a géré ce pays. Pendant 18 ans. Pendant 18 ans. Et il a géré ce pays avec la qualité de la nationalité congolaise. Quel que soit le bavure, quelle que soit la situation dans laquelle il se retrouverait aujourd'hui, je ne viendrai pas ici dire qu'il n'est pas congolais. Pour moi, Kabila est congolais, malgré tout ce qu'on lui reproche, et je crois que la justice l'a bien dit qu'il est congolais. Mais dire maintenant, est-ce que l'autorité à laquelle vous aviez fait allusion avait raison ou bien avait tort? Je crois, devant ou bien face à certaines évidences, vous devez savoir tirer les conclusions. Dès lors que la justice vous a dit bel et bien qu'il est congolais, et moi, personnellement, par ma conviction, au nom de la science, au nom de la rationalité, je vous affirme ici qu'il est congolais. Est-ce que ça peut faire l'objet de poursuites judiciaires? Vous avez la possibilité de tirer toutes les conséquences. La justice a des possibilités. Soit elle se saisit elle-même, soit quelqu'un saisit la justice. Je ne sais pas dire aujourd'hui ici s'il peut faire l'objet d'une poursuite judiciaire, dès lors que la justice elle-même ne s'est pas saisie de ses propos, et dès lors personne n'est allé devant la justice pour porter plainte contre l'auteur de ces propos. Je crois que le reste, c'est de la distraction, mais nous devons plus être concentrés au bien-être du Congo, focus aux orientations qui sont données par le président de la République, tout en ne pas oublier que la partie Est est sous occupation et notre démarche première doit d'abord s'orienter comment libérer l'ensemble du territoire national et que le Congo puisse retrouver sa souveraineté, comment libérer l'ensemble de notre sur l'ensemble du territoire national. Oui, le chef de l'État avait promis qu'il mettra en place un nouveau gouvernement. D'aucuns, l'autre fois, pensaient que Mme Soumino allait jeter l'éponge. Aujourd'hui, tout est clair. D'ailleurs, moi, personnellement, j'ai suivi l'actuel secrétaire général de l'UDPS. Lors de la matinée politique, il a dit clairement que Mme Soumino va continuer. Donc, on peut dire que Soumino a deux, c'est ce que nous attendons. Mais sinon, chaque gouvernement a une mission. Chaque gouvernement a un objectif. Vous l'avez évoqué ici, l'idéal à nos jours au Congo, c'est de récupérer les zones occupées par les rebelles. Mettre fin à l'insécurité qui sévit dans la partie Est, au-delà de la pauvreté, au-delà des infrastructures qui nous manquent. Pensez-vous que les gouvernements prochains, donc Soumino à 2, sera en mesure de satisfaire les Congos ou les Congolais que nous sommes? Ou bien il fallait attendre d'abord? Pourquoi je le dis? Parce que vous et moi savons également qu'il y a certains politiques qui jusqu'ici continuent à jurer que sur les dialogues. Est-ce qu'il faut avoir ces gouvernements avant ou après, si seulement le dialogue aura lieu? Dans les cas contraires, le gouvernement futur, sa mission sera laquelle? Je voudrais avant tout féliciter et remercier le président de la République qui a agi en bon père de famille. Lorsque dans une maison il y a des petits soucis, le premier responsable a appelé tout le monde autour d'une table afin d'étudier tout ce qui ne va pas au sein de la famille. C'est d'abord le père de la famille. Et je crois que c'est ce qui a été fait par le président de la République. Je vous ai suivi tout à l'heure dire ici que la convocation du Congrès serait l'œuvre qui a été annoncée par l'ancien ministre des communications de notre pays, de l'ancien régime, mais qui est avec nous dans l'Union sacrée aujourd'hui. Je crois que c'est faux. C'est le président lui-même, après avoir eu l'entretien avec le membre du présidium de l'Union sacrée, qui se sont réunis, je crois, il y a de cela 2 ou 3 jours. Oui, c'était le week-end dernier. Il a dit qu'il est urgent. Il est urgent de convoquer le congrès de l'Union sacrée parce qu'il y a des choses à restructurer. Et c'est vrai, quand vous prenez cette représentation d'échantillons de ceux qui nous représentent au niveau du présidium, ils ont été sélectionnés par le professeur Mbata sur base de quels critères? Vous pensez qu'ils sont les plus meilleurs que les autres qui ne sont pas dans le présidium? Mais il y a une nouvelle commission qui est mise en place, chapeautée par le fait par le président de la République de prendre cette initiative, c'est une initiative louable.
que nous devons féliciter. Rentrons maintenant pour ce qui est du gouvernement. Vous savez qu'il y a de cela 1 mois, 2 mois, que le président de la République avait annoncé qu'il y aura un autre gouvernement qui va arriver. Et dans ce gouvernement, il y aura l'ouverture d'autres nouvelles forces qui peuvent venir s'unir avec lui afin de construire un Congo nouveau et de réaliser tout ce qu'il a promis aux Congolais. Je vous ai dit sur ce même plateau qu'il était nécessaire et urgent d'avoir un autre gouvernement. La grande question ici, faut-il avoir un gouvernement pour un gouvernement et pour quel résultat? Nous savons que dès lors que le président de la République avait annoncé ça, il y a des gens qui étaient en train de courir dans tous les sens pour aller voir les marabouts. Envoûter le président de la République afin de revenir à ce nouveau gouvernement, alors qu'il n'y a aucun résultat, il n'y a aucun résultat qu'ils ont produit dans le gouvernement Souminois 1. Et nous devons encourager l'initiative du président de la République de dire à tous ces caciques-là que nous connaissons, dont certains, nous savons qu'ils ont été avec Mobutu, ils ont chanté pour Kabila, et aujourd'hui ils sont en train de faire des compositions pour le président Félix Tshisekedi, et demain ils prendront une autre route. Je crois que le président de la République a compris, et il a dit clairement que pendant que moi je me bats pour rétablir l'ordre en République démocratique du Congo, rétablir la paix sur l'ensemble du territoire national, d'autres caciques de l'Union sacrée prennent d'autres directions. Et lorsqu'il s'agit des postes, ils sont les premiers à faire sortir leurs muscles. Parce qu'ils savent qu'il y a des beefsteaks là-bas. Et ils ne travaillent pas pour l'intérêt de la République, mais pour leurs intérêts égoïstes. Je prends un exemple. Nous avons certains caciques qui sont en train de courir déjà, dont certains cherchent à prendre le ministère de la Défense, d'autres prendre le ministère de l'Intérieur, d'autres prendre tel ministère des Transports, alors que lorsque vous interrogez le passé de leur parcours, parce que ce n'est pas la première fois qu'ils ont occupé ces postes, ils ont du poids négatif. Et ils sont passés, ils ont traversé ces ministères sans y laisser une trace positive. Mais ils veulent encore revenir, alors que nous savons qu'il y a d'autres dignes fils de ce pays. Je vais vous surprendre. Vous savez que nous sommes dans un contexte de guerre. Pensez-vous qu'il y a... Et il faut avoir... J'arrive. Okay. Je vous ai cité quelques ministères ici. Nous sommes dans un contexte de guerre. Voilà pourquoi je vous pose la question. Nous ne sommes pas seulement ministère des Transports, je vous ai parlé aussi du ministère de la Défense, je vous ai parlé du ministère de l'Intérieur et d'autres ministères. Apparemment, c'est la même chose, dans le sens où pas la même chose. Dans le sens où, je parle de Jean-Pierre Bemba par exemple. Il était l'autre fois ministre au niveau de la Défense, aujourd'hui ministre du côté transport, VPM en plus. D'après vous? Je crois qu'il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul à avoir occupé ce ministère, mais vous n'allez pas non plus nous interrompre d'apporter un jugement de valeur sur ses actifs ou bien ses passifs. Sur ses actifs ou bien ses passifs. Il a été ministre dans ces deux ministères. Il a des actifs et il a des passifs. Et j'ai parlé ici pas seulement du ministère des Transports, pas seulement du ministère de Défense, j'ai parlé d'autres ministères. Donc ces jugements de valeur, nous pouvons les faire à tous ceux-là qui ont été dans ces ministères-là. Il n'a pas été le seul. Mais évidemment, parce que vous parlez de lui, il y a des choses à s'interroger. Il n'y a pas que lui. Il a été venu comme ça. Il a été ministre de la Défense. Il a été ministre de la Défense. Aujourd'hui, c'est Mwandavita qui est là. Il a été, ou bien il est encore ministre du Transport. Avant lui, il y a eu quelqu'un d'autre. Mais les Congolais doivent s'interroger. Est-ce qu'ils ont réellement contribué à l'épanouissement, à la réalisation des attributions qui sont liées à leur ministère? C'est ici où j'avais encore dit, Jean-Pierre Mbemba, digne fils du pays, ministre de la Défense. La guerre était encore à Bunagana. Vous pouvez me dire dans son bilan, dans son actif, il avait récupéré quel village? Est-ce que vous pouvez nous dire ça? Belle question. Est-ce que vous pouvez nous dire ça? Malheureusement, nous n'avons pas qualité de poser des questions. C'est à vous de poser des questions et à nous de répondre. J'ai dit de tous ces gens-là, chacun a un passif, chacun a un actif. Mais je disais tout à l'heure ici, je vais vous surprendre parce qu'il y a des noms qui sont oubliés dans ce pays, mais qui peuvent encore apporter une nouvelle intelligence à la défense de la patrie. Je l'ai dit quelque part dans une autre chaîne. Lorsque vous prenez quelqu'un comme Général Mounene, qui a été compagnie des musées. Or, nous savons Mouzé, son fondement de son engagement politique, c'était ne jamais trahir les Congo.
Or, au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs traites, que ce soit dans l'armée, que nous soyons dans le gouvernement, que nous soyons dans d'autres institutions de la République. Or, il y a encore quelqu'un qui incarne la philosophie, sinon le seul aujourd'hui, le général Mounene, sinon le seul aujourd'hui, qui incarne la philosophie de Mouzé, de ne jamais trahir le Congo. Voilà des personnalités, des personnages qui peuvent aider le président de la République. Pourquoi ne pas lui donner le ministère de la Défense? Pourquoi ne pas lui donner l'état-major général? Pourquoi ne pas lui donner la maison militaire? Pourquoi ne pas lui donner une institution qui va faire à ce que la patrie soit défendue avec efficacité? Pour ne pas être seulement sélectif au général Mounene. Vous avez le général Padiri. Vous prenez son histoire militaire, son parcours militaire. Il s'est opposé à cette agression pendant plusieurs années, lorsqu'il conduisait les mouvements Maïmaï à l'est de la République. Mais aujourd'hui, ces gens sont jetés en pâtir. Vous savez, dans la technique de combat, je ne suis pas militaire, Quelqu'un me dira que mais au moins nous suivons aussi des informations. Il y a des noms qui peuvent faire peur à l'adversaire. Il y a des noms qui peuvent faire peur à l'adversaire. De l'autre côté du camp de l'agresseur, on apprend celui qui devient chef d'état-major général, le général Mounene. Celui qui devient le ministre de la Défense, par exemple, général Mounene. Vous croyez qu'ils auront sommeil? Non seulement c'est un bon guerrier, mais c'est un intellectuel. C'est quelqu'un qui a l'expérience. C'est quelqu'un qui a traversé. C'est quelqu'un qui a traversé. Quand nous avait annoncé que Bemba est le ministre de la Défense nationale, tout le monde pensait que 2-3 jours après... Jean-Pierre Bemba n'a jamais été militaire. Peut-être ça va vous surprendre. C'est un bon acteur politique, mais n'a jamais été militaire. Le fait de porter l'uniforme ne fait pas de vous militaire. Sinon, Lambert Mende serait aussi militaire, Délice Sanga serait militaire, aujourd'hui Corneille Nanga serait militaire, et qu'on sort, la liste est longue, tous ceux qui ont été dans la rébellion, que ce soit du RCD, que ce soit du MLC, l'autre ici, Roger Lumbala, serait militaire, l'autre ici, comment on appelle notre frère ici de Beni, de KMLC, Moussa Nyamoussa, serait militaire. Donc le fait d'avoir dirigé une rébellion ne fait pas de vous militaire. Quand je parle du général Mounene, le général Mounene, c'est un militaire qui a engagé des batailles et qui l'a vaincu. Qui a engagé des batailles et qui l'a vaincu. Moi, je parle de militaires et non des responsables des groupes rebelles d'hier, mais aujourd'hui politiques, aujourd'hui avec nous dans l'Union sacrée, ce qui n'est pas une mauvaise chose et nous sommes ensemble parce que nous devons construire le Congo ensemble. Je vous ai cité 2 cas, 3 cas et les exemples sont légion. Quand nous les disons par amour. Nous les disons par attachement à ces sols. Vous vous souviendrez, le président de la République, lors de son premier mandat, il avait affirmé qu'il ne se sentirait jamais dans sa peau du président de la République s'il quittait le pouvoir en laissant le Congo dans la situation de l'insécurité. Or, nous sommes au 2e mandat. Nous sommes au 2e mandat du président de la République. Nous devons avoir toutes les armes pour rétablir la paix sur l'ensemble du territoire national. Voilà, pour rétablir la paix, Kinshasa a signé les accords. Nous parlons de Washington, nous parlons des tractations, encore des échanges de Doha. Washington, parlons-en. Ça fait plusieurs semaines que l'accord a été signé, mais la réalité sur le terrain, en termes de résultats, pensez-vous que nous sommes satisfaits de la mise en application de ces derniers, ou bien on est en train de patauger encore? Je ne suis pas de l'école de ces acteurs politiques qui se contredisent. Le matin, il dit quelque chose, à 12 h, il a un autre langage, et le soir, il change, même lorsque la situation n'a pas évolué. J'ai toujours dit que le bonheur du Congo ne serait jamais venu, ou bien ne viendrait jamais, ni de l'Occident, ni de l'Orient, c'est-à-dire encore moins des États-Unis, ni des Doha. C'est un processus. Mais pour que ce processus puisse devenir une réalité, nous, Congolais, nous devons nous en approprier et mettre en place tous les mécanismes qui vont faire que notre système de défense soit un système de défense dissuasif, soit un système de défense capable d'aller poursuivre l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement
et que le pays voisin, qu'aucun pays ne puisse plus s'aventurer de venir en promenade de santé avec son armée en République démocratique du Congo sans se poser mille et mille questions, parce que la réplique de l'armée congolaise doit être proportionnelle et au-delà même de la qualité, au-delà même de ce qu'on nous a infligé chez l'ennemi. Donc nous dire aujourd'hui que nous devons focaliser tout notre espoir à la victoire diplomatique, je crois aussi que c'est se tromper de cible. Mais c'est l'impression que ça donne, hein, surtout nous devons nous interroger sur ce qui se passe à travers le monde. Si vous prenez l'Israël et la Palestine, combien d'accords ont été signés sous l'égide toujours de toutes ces grandes puissances? Quel est le résultat aujourd'hui? Les gens sont en train de se battre, les gens sont en train de mourir, les gens n'ont pas à manger. Au Congo, il y a plus de 30 ans de guerre qu'on a connu. On a signé combien d'accords avec les Rwandais? Les gens continuent à mourir, les gens continuent à souffrir, n'ont pas à manger à l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez dit et aujourd'hui, l'est n'est plus différent de la Palestine. On peut vous faire foi. Non, non, s'il vous plaît, il ne faut pas venir donner des affirmations ici qui n'ont rien à voir avec l'Union sacrée. Non, je vous dis, vous aviez suivi notre ministre des Affaires étrangères. La question lui a été posée même par votre confrère de Bossolo. Oui. C'est un processus. Et les engagements internationaux sont d'abord liés au principe de bonne foi des États ou au principe de bonne foi des partis qui ont conclu les contrats ou bien les accords. La République démocratique du Congo est disposée à avoir la bonne foi. Et le président de l'Assemblée nationale l'a rappelé dernièrement lors d'une rencontre des parlementaires francophones. Je crois que c'était en France ou bien en Suisse. C'était en Suisse. Il a rappelé, la République démocratique du Congo n'a jamais cessé d'être disponible pour la voie de la paix, pour la voie de la sécurité collective. Mais les problèmes qui se posent ici, c'est l'adversaire qui est en face. Les problèmes, c'est Kagame. Les problèmes, c'est Museveni. Les problèmes, c'est tous les nilotiques de l'Afrique de l'Est, s'il vous plaît, qui ont un plan. À ce niveau, est-ce que les problèmes, c'est Kagame, comme vous le dites, ou bien les problèmes, c'est nous-mêmes, nous le Congo? Du fait que vous et moi savons également que les accords en question n'ont pas de caractère contraignant. Ça, c'est vrai. Mais est-ce qu'il faut espérer que Kagame, par exemple, aura un bon cœur pour nous laisser tranquilles, ou bien Congo, en tant que nation, il faut qu'on s'impose? L'autre volet de la question, certains Congolais pensent que la seule solution, ou encore l'issue de sortie par rapport à la crise, c'est aussi un dialogue entre Congolais. Qu'est-ce que vous en dites? Les rapports entre États ont été toujours guidés par la force et les intérêts. Tout à fait. Ça, c'est la norme. Les États-Unis, aujourd'hui, sont dans une démarche de reprendre sa position au niveau de l'Afrique centrale. Et pour y arriver, il faut mettre tous les moyens en jeu afin de contraindre les pays qui sont en situation de belligérants puissent s'entendre. Mais je vous dis, c'est un processus. On sait quand on déclenche la guerre, on ne sait pas quand on la termine. Mais entre-temps, vous allez croiser les bras? Non, il faut s'organiser. Nous avons la première responsabilité de nous organiser d'abord, nous, Congolais. Et lorsque nous sommes organisés, nous aurons une armée qui est debout. Lorsque la communauté internationale, via le dialogue national, lorsque les États-Unis viendront, nous trouverons déjà nous-mêmes avec un système de défense capable de booster dehors l'ennemi. Et le reste du travail sera fait avec efficacité. Mais dès lors que nous sommes fragilisés, dès lors que nous sommes incapables de récupérer même un petit village occupé par l'ennemi, donc il y a encore un problème. C'est à ce niveau, j'ai dit, l'organisation interne est très importante. Et le président de la République que vous aviez vu avec ce démantèlement de ces grands réseaux, de tous ces traîtres qui ont été arrêtés, dont je ne certifie pas ici parce que je ne suis pas entré en contact avec les données certifiant qu'ils sont traîtres, il y a un travail qui est en train d'être fait, mais ce n'est pas pour rien que les services ont mis main sur ces gens-là. Donc il y a des indices sérieux de culpabilité qui cadrent avec la sûreté de l'État, qui ont fait à ce que ces gens-là soient arrêtés.
Et le travail doit être fait même au niveau des acteurs politiques, afin de nettoyer, de purger tous ceux qui sont en complicité avec l'ennemi et libérer le Congo dans son entièreté et dans son esprit. Et nous tous, nous devons faire ce travail-là. Et vous, journalistes aussi, vous avez un grand rôle à jouer. De communiquer, de mettre en place une communication agressive, une communication de destruction, de velléité des ennemis. Mais sinon, est-ce que pensez-vous que c'est possible via un dialogue national qu'on puisse soulever tout ce que vous venez de dire ici? Le dialogue doit être permanent. Le dialogue doit être permanent afin de consolider la solidarité. Vous savez, dans le sens où, par rapport à la crise qui se vit au pays, par rapport à tout ce qui se passe, vous venez d'évoquer un point. C'est aussi vrai qu'il y a des traîtres au sein de l'armée, au niveau de la politique, un peu partout. Alors il faut éviter ce genre de comportement pour que le Congo puisse aller de l'avant. Est-ce via un dialogue, on peut dire qu'on peut se donner des orientations, des lignes à suivre pour faire sortir la nation dans l'impasse? Le gouvernement de Kinshasa n'a jamais refusé de dialoguer avec ses fils ou bien avec ses filles. Mais nous allons dialoguer sur base de quoi? Premièrement, lorsque vous estimez qu'il faut dialoguer avec le pouvoir de Kinshasa tout en servant les pouvoirs extérieurs, vous devenez un danger permanent pour la nation. En deuxième lieu, est-ce que peut-on considérer un fils du pays étant digne lorsqu'il sert les intérêts de l'étranger? Nous disons non. Voilà le nœud du problème. Il faudrait d'abord que ceux qui travaillent pour les camps de l'ennemi, on croit ce que vous dites, pour mais ceux qui travaillent exactement. Il ne faut pas chercher à avoir le dialogue aujourd'hui pour être purifié, passer par le baptême du dialogue et être exempté de tous les crimes que vous aviez commis en République démocratique du Congo. Ça, c'est un autre travail qui doit être fait. Vous aviez tué, vous aviez endeuillé le Congo, vous devez répondre à la justice. Et d'autres qui ne sont pas dans cette marmite et qui aimeraient réellement devenir de vrais Congolais, quand je dis devenir de vrais Congolais, c'est-à-dire arrêter de servir l'ennemi, nous nous mettrons autour d'une table, discuter sur les questions profondes de la République démocratique du Congo et voir comment marcher ensemble. Et je vous dis déjà ici, le président de la République est le premier qui a toujours eu les bras ouverts pour dialoguer. Vous aviez suivi dernièrement, avant même les tractations de ce gouvernement que nous attendons, quand il avait instruit à son conseiller spécial en matière de sécurité, qui a réussi tout le monde, qui a réussi toutes les tendances, qui sont venus présenter leur cahier de charges, qui sont venus présenter leur mémo, que pour sortir de cette situation, voilà ce que nous devons faire. Donc c'est pour vous dire que le gouvernement de Kinshasa, le gouvernement de la République démocratique du Congo, légalement établi, a toujours été disposé de dialoguer avec tous les Congolais. Dialoguer avec tous les Congolais, c'est l'idéal. Mais vous avez dit, il faut voir quelle tête il faudrait éviter, quelle tête il faut inviter. D'une manière sélective aussi, on va citer quelques noms. Vous êtes libre, hein? Vous êtes libre de citer. Je souhaiterais avoir ou écouter votre point de vue par rapport à ça. La crise qui s'est vue au pays, dans la partie est et surtout de notre nation, M23 AFC, c'est Nanga qui s'affiche en avant-plan. C'est Nanga qui est à la tête. Donc on peut se permettre de dire que Nanga jusqu'ici a tué beaucoup, alors beaucoup de Congolais. On prend l'exemple de Nanga. On prend l'exemple de Denis Mukwege. On prend l'exemple de Martin Fayulu. On prend l'exemple de Kabila, l'ancien président. On prend l'exemple de Moïse Katumbi. On prend l'exemple de Adolphe Mouzito. On prend l'exemple de Franck Dion et compagnie. S'il faut parler dialogue aujourd'hui, quelles sont les têtes par rapport au nom que je viens de citer tout de suite là, où il y a Monique Barroso à la table et négociation, parce que Babomaki Congolais va trahir la nation, lobby, il faut pas répondre à l'acte. Ndeko Gelor, je sais, je reviens au nom que vous aviez cité tout à l'heure, mais lorsque je parle de la justice, il ne faut pas seulement voir la justice interne. Nazo Sepela, au-delà d'être journaliste, Oyekoba qui s'appelle moi Maël Moko ya droit Salamikolo, donc vous êtes mieux placé. Il y a qu'à comprendre facilement de quoi je parle, mais nous devons encore être plus explicites parce que la population qui nous suit a intérêt aussi d'avoir un plus dans ce que nous disons. Lorsque je parle de la justice ici de Konangaï, Oyebi, ça ne se limite pas seulement à la justice interne ou bien à la justice nationale, il y a aussi l'aspect de la justice internationale. Donc, lorsque vous aviez commis des crimes
que cela soit poursuivi au niveau national ou pas, il faut aussi se dire qu'il y a certains crimes qui doivent répondre à la justice internationale. Exact. Et il y a le principe de la complémentarité entre la justice interne et la justice internationale, mais la justice externe, comme vous l'avez dit là, dont nous avons la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice. Donc, que tous ceux qui ont été dans cette criminalité que nous décrions aujourd'hui à l'est du pays ne croient pas qu'ils vont échapper. Vous pouvez échapper à la justice interne, vous finirez par être rattrapé par la justice internationale. Et vous suivez comment les enquêteurs du système des Nations Unies ne cessent pas d'arriver à l'est de la République démocratique du Congo. Et il y a des rapports qui se suivent. C'est pour vous dire que ne nous focalisons pas trop de savoir qui sera poursuivi et qui ne sera pas poursuivi. Parce qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Et je vous dis, vous pouvez échapper à la justice nationale. La justice internationale vous prendra. Et vous pouvez échapper aux deux justices. Écoutez-moi, écoutez, je chie. Laissez-moi vous relancer. Vous pouvez échapper à la justice nationale et internationale, mais la justice de Dieu, il y en a. Sinon, je voulais revenir pour cerner même ma question. Ou bien vous insistez sur les noms. Attendez s'il vous plaît. Vous avez bien dit que il y a CIG et il y a CPI. Ça, nous le savons. Mais nous parlons sur le plan interne. Pourquoi? Parce qu'on a évoqué plutôt le dialogue entre Congolais. Au regard des bévues, au regard des erreurs de fautes commises par certains Congolais, qui, d'après vous, par rapport aux non-cités, au Monique et au Maman Salaki, le dialogue rose, la tête exclue, c'est à l'interne, je ne parle pas de l'externe ou encore sur le plan international. Nous devons être un peu réservés, parce que vous savez qu'il y a un processus de Doha qui doit être observé étape par étape. Moi, je crois qu'il faut être patient. Il faut prendre notre mal en patience et attendre le moment venu. Lorsque nous arriverons à cette étape, nous serons ouverts et clairs face aux Congolais de dire, après avoir exploité tel rapport, la ville de Goma a eu autant de morts. Et l'auteur intellectuel, l'auteur matériel, l'auteur direct de ces crimes, de ces génocides, c'est elle. Et n'oubliez pas, on venait de commémorer notre Génocauste ici, qui doit d'ailleurs être médiatisé par les Congolais, qui doit être intériorisé et porté par les Congolais, faire savoir au monde que le Congo a connu plus que ce qui se passe en Ukraine, plus que ce qui se passe, ou bien ce qui s'est passé au Rwanda, qui est devenu une marchandise commerciale pour Kagame, plus que ce qui se passe en Israël et en Palestine, plus que ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité. Le Congo en a connu. Et aujourd'hui, il y a encore ceux qui sont en vie, qui non seulement ont participé à ce Génocauste, dans sa matérialisation, mais d'autres qui en ont subi les conséquences. Et la ville de Kisangani est un exemple palpable, parce qu'il y a des survivants de cette atrocité. Mais entre autres, il y a certains animateurs de toutes ces rébellions qui étaient soutenus par le Rwanda, qui étaient soutenus par l'Ouganda pour venir endeuiller le Congo. Et certains sont en fait il est vrai. On va se quitter. Nous devons nous pardonner, mais nous devons nous dire aussi la vérité. Voilà pour la première fois, grâce au président de la République, Félix Tshisekedi, ce qui était en dessous de la table hier, tous les massacres qui n'étaient pas connus, aujourd'hui sont portés sur la place publique, en interne et en international, et je crois que ce sont des choses à féliciter. Et ça découragerait tous les autres Congolais qui aimeraient demain ou après-demain endeuiller le Congo, parce qu'ils seront connus officiellement et ils seront traqués, et je crois que le Congo d'aujourd'hui, encore moins le Congo de demain, n'est pas disposé à tolérer la pratique de guerre, la pratique des génocides, la pratique des atrocités pour arriver au pouvoir. La seule voie pour arriver au pouvoir, il faut interroger le peuple. Et le peuple est le souverain primaire. Mais en même temps, nous disons, lorsque vous arrivez au pouvoir, vous devez servir réellement votre peuple pour aussi éviter le mécontentement qui crée des frustrations, et les frustrations créent des confrontations. On va se quitter. Vous avez évoqué un point
vous avez dit il faut être réservé de ne pas répondre par rapport à la question qui a été posée. C'est qu'il faudrait attendre d'abord les résolutions des assises des droits, ce que vous avez dit, par rapport à la même réflexion. J'avais posé la question avant que vous n'avez pas répondu, j'y reviens parce que c'est par ici qu'on va se quitter. Le gouvernement futur, soumis à 2, est-ce qu'il faut qu'on puisse avoir ça ou bien il faut attendre les résolutions des droits, comme vous avez dit? Pourquoi? Parce que dans le déclaration des principes, quelque part l'article 5 ou 6, si je m'abuse, le M23 exige à ce qu'il y ait ses membres qui soient représentés au niveau des institutions ici. Vous dites que je n'ai pas répondu, mais je croyais que vous m'aviez bien saisi quand j'ai dit. Il y a un principe, il y a un principe de droit administratif et ça cadre aussi avec le fonctionnement politique, la continuité de l'État. Oui. Ce n'est pas parce que nous sommes en situation de guerre que les institutions doivent s'arrêter, que l'État doit s'arrêter de fonctionner. Pourquoi j'ai dit ça? Et parce vous savez, lorsqu'un gouvernement est mis en place, ça va nous coûter encore pour lorsqu'un gouvernement est mis en place, il y a ce qu'on appelle les contrats de performance pour un résultat. Et lorsque ce résultat n'est pas là, il peut y avoir un réaménagement. Et je crois que nous sommes sur cette voie-là. Aujourd'hui, lorsque vous prenez l'ensemble des ministres qu'on a, vous pouvez compter 4, 5 ou bien 10 qui sont efficaces. Et vous oubliez un autre aspect parce que vous dites que ça peut nous coûter énormément. On vous a dit qu'on va réduire le nombre de ministres. C'est pour tenir compte de la situation économique, la situation de guerre, parce que nous dépensons plus pour ce qui est équipement militaire, encadrement de nos voyants militaires qui sont au front. Depuis la nuit des temps. C'est pour vous dire que votre argument, que ça va nous coûter plus, votre argument que ça va nous coûter plus ne tient pas. Par contre, il faut féliciter parce qu'on va réduire l'effectif et il y aura un surplus d'argent qui peut être affecté pour d'autres réalisations. Vous aimez trop féliciter. Pour d'autres réalisations. Mais vous êtes d'accord avec moi que depuis la nuit des temps, on a écouté, on a même dansé à la musique où il faut qu'il y ait réduction des trains de vie des institutions. Mais jusqu'ici, sans succès. Je ne savais pas que vous étiez devenu un membre de la Cour des comptes. Non, moi, encore moins de l'IGF. Encore moins de l'IGF. Pour savoir si... Non, j'ai un petit mot à placer là avant de terminer. Oui. Vous savez, j'ai toujours porté Chabunda dans mon identité, dans mon sang. Oui. Je voudrais rappeler au ministre de la Défense, au ministre de l'Intérieur, au chef d'état-major général, que la situation que traverse Chabunda continue de s'empirer du jour le jour. Vous savez que les Ouazalendo aujourd'hui, c'est une force de notre identité et qui doit être protégée, qui doit être encadrée, qui doit être soutenue par le gouvernement congolais. Mais les Ouazalendo du territoire de Chabunda sont totalement abandonnés. Conséquence, ils retournent contre la population par des pratiques inacceptables parce que cette population déjà paie le prix de la souffrance. Donc nous appelons à nos autorités de voir un peu comment encadrer les Ouazalendo de Chabunda, comme on le fait ailleurs, et épargner cette population d'un certain nombre d'actes du banditisme orchestrés par certains fils égarés qui sont aussi dans ce mouvement de Ouazalendo. Et nous appelons à la vigilance des militaires des FARDC qui sont à Chabunda. Ce sont eux qui doivent rétablir l'ordre. Il est vrai, les Ouazalendo sont là, mais les Ouazalendo égarés doivent être arrêtés, punis et sanctionnés. Ce n'est pas parce qu'on est de la branche Ouazalendo pour défendre la patrie qu'on peut se permettre de tout faire. Voilà. Arrêter les gens arbitrairement, piller les biens des gens, fouetter les gens en désordre, organiser des salons avec des jetons dans le souci de rançonner la population. Et je crois que l'administrateur du territoire de Chabunda, celui qui assume l'intérim là actuellement, doit avoir un regard vigilant parce que nous n'allons pas abandonner cette population lorsque certains fils de ce territoire sont en train de se méconduire en défaveur de cette population. Nous allons voir toutes les autorités compétentes ici à Kinshasa, en commençant par les autorités militaires, les autorités judiciaires qui s'occupent aussi des militaires, y compris les autorités civiles, d'avoir un peu un regard sur Chabunda et de voir comment sauver les meubles. Je vous ai dit dernièrement ici, j'appelais à la bonne foi de notre ministre des Affaires sociales et humanitaires, et pas seulement la bonne foi, d'ailleurs c'est son obligation comme ministre
des Affaires sociales, Madame de Aziz. venir, Madame Aziza, Aziz, de voilà. venir au secours à cette population qui souffre, qui n'a pas à manger, qui n'a pas à boire, qui n'a pas les denrées alimentaires, qui n'a aucun produit de première nécessité. Donc, il faut de temps en temps rappeler la situation de Chabunda dans la province du Sud Kivu, et surtout que vous savez, dans tous les gouvernements qu'on a connus, depuis que le président de la République est là, Chabunda, malgré sa superficie, malgré son engagement en votre faveur, en vous votant massivement, n'a bénéficié d'aucun fils de ce pays nommé à un poste de responsabilité digne. Et il est temps. Vous avez un parti politique comme PASA, parce qu'il faut le dire, je suis secrétaire général de ce parti. Le président national qui est disposé à servir la République, Maître Dodo Lutombo Isanda, ce sont des intelligences qui peuvent être réellement au service de la nation. C'est pourquoi je vous ai dit, j'ai félicité le président de la République, parce que les caciques, quand ils amènent les noms, c'est toujours les noms de leurs copains, les noms de leurs fils, les noms de leurs concubines, excusez-moi le terme, les noms de leurs cousins et des membres de leur famille, même dans la formation des cabinets. Vous avez des ministres qui ont déjà fait 11 ans, 12 ans, 20 ans. Depuis que Kabila était là jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours ministres. C'est comme si ils étaient le seul détenteur du savoir politique de la République démocratique du Congo. Ce qui est à condamner, ce qui est à fustiger. Et je crois que le président de la République a compris que tous ceux qui étaient déjà au mangeoire pendant longtemps et qui oublient aujourd'hui l'intérêt du peuple au bénéfice de l'intérêt de leur famille doivent quitter le plateau, doivent quitter la maison gouvernementale et laisser la place aux autres. Je vous remercie. Voilà, merci à vous d'être venu. Merci d'avoir répondu à cette invitation, Maître Jean-Louis Massimango. Vous l'avez si bien dit, et je rappelle à ceux-là qui nous suivent que vous êtes le secrétaire général de Mpasa, parti membre de l'Union Sacrée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin de l'émission. On peut vous retrouver prochainement. Je serai vraiment à votre disposition. Vous étiez là prêt pour répondre à toutes nos questions. En tout cas, merci beaucoup. Alors, on vous retrouve demain. Ça sera avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18 h. Les internautes, abonnez-vous à Nice Press Télévision, abonnez-vous à l'RTVS 1. Merci à Blaise Ndombe qui nous est revenu. Merci à Jires Mabeka. Merci à Brandon qui a réalisé l'émission. Merci à l'assistance d'Alain Trésor Guidinda. Merci également à Tonton Ebongo, à mon invité encore une fois de plus. Merci et à la prochaine. Et voilà, merci. Merci beaucoup.